Jean-Frédéric Poisson, Georges Kuzmanovic, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RT France, notamment pour revenir sur l'une des actualités fortes de ces dernières heures, la situation en Guadeloupe. Des hommes du RAID, du GIGN, envoyés en renfort ce week-end pour faire face aux émeutiers. Une situation normale pour Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Regardez, et puis on en parle après. C'est terrible et intolérable, et il est normal que l'État engage des forces pour rétablir la paix en Guadeloupe. Alors la réponse à cette crise, c'est d'abord la fermeté face à des minorités pour Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Vous rejoignez cette stratégie, Jean-Frédéric Poisson ? Je pense qu'il est difficile de négocier ou d'entamer un dialogue lorsque les conditions de l'ordre ne sont pas rétablies ou ne sont pas réunies. Et je comprends que lorsque on assiste à des troubles à l'ordre public, de la violence que l'on constate sur nos écrans, et bien que l'État veut rétablir l'ordre public, ça me paraît normal. Maintenant, la question c'est comment en est-on arrivé là ? Et là, je constate que il y a, comme à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes il y a 3 ans, en France, le gouvernement a décidé de doubler sa stratégie de pourrissement par une stratégie de discrédit, essaye de faire comprendre aux métropolitains et aux autres que les revendications qui sont portées par les protestataires sont illégitimes. Certaines d'entre elles sont un peu baroques, on va dire, mais beaucoup d'entre elles devraient au moins faire l'objet d'un dialogue et d'une réponse. Je suis surpris d'entendre Élie de Mota, alors je ne l'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai, mais dire partout que personne ne lui répond, qu'il ne rencontre personne. Visiblement, le préfet ne lui répond pas quand il pose des questions, donc le gouvernement ne le fait pas, les élus ne le font pas. Donc cette espèce d'escalade de la violence est quelque chose de délétère pour l'île et que l'État veut y mettre fin. Ne serait-ce que pour commencer les discussions, ça ne me paraît pas anormal. La question est, après la violence, après le rétablissement par exemple de l'ordre public, quoi ? Donc si on y va pour rétablir l'ordre, il faut prendre l'engagement en même temps que les discussions vont commencer, quel que soit par ailleurs le caractère pertinent des demandes qui sont formulées au gouvernement. Georges Kuzmanovic, la fermeté d'abord avant le dialogue face aux minorités ? Non, je ne crois pas. Moi, je refuse de tomber dans la manipulation organisée par le gouvernement et portée hier dans les médias par M. Gabriel Attal, et qui ressemble un peu à ce qui s'est fait avec les Gilets jaunes. Alors, bien évidemment, et je suis d'accord avec M. Poisson, l'État doit remettre l'ordre face aux émeutiers, mais il faut bien se rendre compte que par rapport à ce qui se passe en Guadeloupe, il y a trois éléments. Vous avez effectivement d'un côté des émeutiers, mais qui sont toujours là quand il y a des révoltes et qui en profitent et qui pillent. Bon, bien évidemment, eux, il faut mettre de l'ordre, c'est évident. Mais le gouvernement essaie de faire passer l'ensemble des revendications portées par les citoyens guadeloupéens sur ces émeutiers. Alors que ce qu'on voit là ressemble étonnamment à ce qu'on a vu en 2009 lors des grèves longues de 2009, où il y a eu aussi des barrages. C'était déjà Élie de Mota qui était le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe. Et les revendications étaient étonnamment les mêmes que maintenant. C'est-à-dire qu'on veut les faire passer pour des violents, mais le problème, c'est l'accès à l'eau, ça a été dit, l'alphabétisation, le problème des infrastructures. Et la Guadeloupe n'est pas le seul le seul territoire où il y a des inégalités fortes. Nous, en République souveraine, nous défendons l'égalité des territoires et une justice territoriale qui n'existe pas. Vous avez des territoires comme Mayotte, où vous avez des favelas. En France, vous avez la Guyane, où vous avez 50% de pauvreté. Eh bien, c'est inadmissible et c'est normal que les gens se révoltent. Et vous avez aussi, comme en Guadeloupe, des antivax. Bon, ok, mais ce n'est pas le cœur, je pense, de la revendication. Et je rappellerai quand même, notre grand scientifique, Pasteur. Pasteur disait « Vous tombez malade de ce que vous buvez ». Et je peux comprendre que des citoyens français qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable trouvent étonnant qu'on veuille aussi gentiment s'occuper d'eux sur certaines maladies, alors que toutes les autres maladies, ils les subissent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Donc voilà, je considère qu'il faut résister à cette tentative de manipulation du gouvernement qui va s'opérer de cette manière, c'est-à-dire ne mettre le focus que sur les violents et dire que le gouvernement est là, bel et bon, pour remettre l'ordre.
Alors, vous le disiez, il y a effectivement d'autres problématiques qui se sont greffées, mais à l'origine des manifestations, c'est donc l'opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Une conséquence directe, beaucoup de soignants absents dans les hôpitaux. Vous voyez l'analyse de Jean-Luc Mélenchon. Les décisions aberrantes, l'indifférence et les mensonges des autorités laissaient prévoir facilement l'explosion qui a eu lieu. Tout était prévisible. Monsieur Macron a choisi de regarder ailleurs et de laisser la situation dégénérer. Telle est la logique de pourrissement et de diabolisation qui permet ensuite de justifier une répression féroce. Alors Jean-Frédéric Poisson, tout était prévisible selon Jean-Luc Mélenchon et en même temps la situation précaire dans les Outre-mer, elle existait aussi lors des quinquennats précédents. Est-ce que les gouvernements successifs finalement ont abandonné les Outre-mer selon vous? Oui, très probablement. En tout cas, ces gouvernements ne prennent pas la mesure de l'immense chance que nous avons en France d'avoir effectivement des territoires et des départements au-delà de nos mers. Sinon, s'ils en prenaient la mesure, d'abord ils s'en occuperaient mieux. Et je partage ce qu'a dit M. Kuzmanovic il y a quelques instants. En réalité, il est intolérable qu'il y ait en France des bidonvilles, des gens qui n'aient pas accès à l'eau potable. Enfin, qu'on proteste et de manière véhémente contre ces états de fait me paraît parfaitement normal. Qu'ensuite, je me souviens que en 2009, lorsque le ministre de l'Outre-mer, Yves Jégo, nous faisait son rapport de retour de négociation de la Guadeloupe, on se disait deux choses. Je ne suis pas sûr qu'on manque de fonctionnaires en Guadeloupe, parce que c'est une des grandes revendications des syndicats locaux dans ce conflit. Je ne suis pas du tout certain qu'il soit possible d'arrêter les licenciements comme on l'entend. Je suis en revanche tout à fait certain du fait que l'installation du pass sanitaire dans ce territoire, comme partout, produit un désordre à la fois inutile et parfaitement insupportable. Et deuxièmement, je suis parfaitement certain aussi du fait que sur la question des prix, puisque c'est une question centrale, M. Kuzmanovic le rappelait, la grève de 2009 démarre aussi sur cette question du pouvoir d'achat et des prix. On n'a pas pris la peine de s'interroger sur la manière dont sont faits les prix dans les départements d'outre-mer, la manière dont l'éloignement renchérit les denrées qui sont importées, la manière dont sans doute les circuits de répartition des richesses localement dans ces territoires produit en lui-même un certain nombre d'inégalités qui sont insupportables, et de cela, en fait, aucun gouvernement ne s'est vraiment préoccupé en profondeur. Et pour terminer, j'ajoute que ce pourrissement en Guadeloupe, et une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon, ce pourrissement de la Guadeloupe, il rejoint exactement le désintérêt profond que pendant très longtemps, ça a l'air de changer, mais pendant très longtemps, le gouvernement a manifesté à l'égard de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il y aura un référendum dans quelques jours en Nouvelle-Calédonie, le 12 décembre prochain. Enfin, le gouvernement a décidé de s'y intéresser. Ça n'a pas été le cas pendant 4 ans. Le gouvernement Hollande s'en était désintéressé tout autant. Donc oui, nous avons du mal à comprendre comment l'outre-mer peut participer activement au redressement de notre pays. Et visiblement, on est en train de l'oublier encore aujourd'hui. Alors Marlène Schiappa s'est défendue d'appartenir à un gouvernement qui a abandonné les Outre-mer. Écoutez. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Guadeloupe? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses, et je le dis en tant que personne d'origine corse, et donc d'une origine insulaire, même si la Corse n'est pas comparable aux Outre-mer. Voilà, Marlène Schiappa donc, qui met ses origines insulaires en avant pour défendre le bilan du gouvernement. Georges Kuzmanovic, votre réaction? Monsieur Poisson vient de le dire, c'est grotesque et ridicule. C'est pas la première fois qu'elle se ridiculise, donc je ne commenterai pas à Madame Schiappa. Quoique si, en fait, Madame Schiappa ne se rend pas compte, quand on parle d'inégalité des territoires, on ne parle pas que des Outre-mer, en fait, ça concerne également la France. Ici, à 1h30 de Paris, vous avez le territoire, le bassin minier de Lens. Voilà, c'est tout à fait en France, et il y a 30% de pauvreté dans la ville, 30% de chômage, et il y a des problèmes d'accès à l'eau, parce qu'il y a des pollutions et les gens craignent de boire l'eau. Voilà, c'est en France. Et la Guadeloupe est en France. Et malheureusement, le fait est que ce gouvernement, de manière générale, parce qu'il est pris dans des logiques économiques néolibérales et qu'il ne s'intéresse pas à ses citoyens, laisse aller
a continué à s'aborder l'hôpital sur l'ensemble du territoire. Je rappelle quand même que des milliers de lits ont été fermés pendant la crise de la Covid, qu'il ne s'intéresse pas au futur de ce pays puisqu'il a laissé se fermer des centres de recherche, par exemple de Sanofi, en pleine crise de la Covid. Je prends ces exemples sanitaires parce qu'on était dans une crise sanitaire, mais tout est dans le même sens. Les grandes infrastructures ne sont pas réparées. Ce gouvernement ne s'intéresse pas à ce pays et suit une logique qui est la sienne. Au bout d'un moment, ça a des conséquences et les gens se révoltent quand légitimement, eh bien, les accès aux services publics sont mauvais, l'éducation est mauvaise et même l'accès à l'eau est mauvais, comme c'est le cas en Guadeloupe. En tous les cas, pour être tout à fait juste avec Marlène Schiappa, elle dit ensuite que finalement les mesures du gouvernement prises pour la métropole, eh bien, elles bénéficient aussi aux Outre-mer. Est-ce que, Jean-Frédéric Poisson, vous pensez que les décisions prises en France métropolitaine, elles sont aussi applicables en Outre-mer, ou alors qu'il faut une politique qui s'adapte davantage à ces territoires ? Si, je suppose que vous faites référence spécifiquement aux questions liées à la crise sanitaire. Depuis le début de cette crise, je défends l'idée que une politique sanitaire uniforme, univoque, à la fin du compte, qui n'a aucun sens et qui s'applique de manière absolument identique dans toutes les parties du territoire, par définition, n'est pas adaptée aux situations locales. Enfin, à quoi sert-il de confiner, par exemple, dans des départements ou d'exiger le pass sanitaire dans des départements dans lesquels il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de cas recensés, il y a, enfin, les taux à partir desquels on analyse l'état de l'épidémie sont extrêmement favorables. Il faut se donner la possibilité de traiter localement en fonction des situations qui sont enregistrées. Sinon, on pénalise de manière extrêmement inadaptée, pour ne pas dire injuste, une partie de la population qui n'en a pas besoin. Si effectivement les données sanitaires en Guadeloupe permettaient de traiter cette île autrement que la métropole ne l'a été, il ne fallait pas s'en empêcher. Mais depuis le début, le gouvernement fait deux choses. Il ignore la diversité des situations, premièrement, et deuxièmement, il refuse de s'appuyer sur d'autres compétences que la sienne propre. Je parle du gouvernement et du pouvoir exécutif central. La manière dont on ignore la capacité du tissu associatif d'aider, de prendre en compte solidairement en compte les cas qui seraient déclarés, la manière dont on peut, quand on est un élu local, et ce que j'ai été pendant un quart de siècle, donc je vois bien tout ça, s'appuyer sur la générosité des gens, simplement pour aider à traiter ce genre d'épidémie. Le gouvernement a ignoré ça, a ignoré les maires pendant très longtemps, a ignoré les collectivités locales pendant très longtemps, et a considéré que, un peu comme Zorro, il pourrait y arriver tout seul. Mais Zorro n'existe pas. D'ailleurs, il n'y arrive pas non plus tout seul. Enfin, il a des aides, il a un cheval, tout ça. Donc, c'est pas. Comprenez, même dans les bandes dessinées, dans les fictions, les héros n'agissent pas tout seuls. Le gouvernement n'est pas un héros, loin de là. Il aurait dû s'appuyer davantage sur simplement les Français, très simplement, tout simplement, sur les Français. Et finalement, en Guadeloupe, il refuse à nouveau, et donc ça produit de la colère aussi chez les gens. Mais si on fait des distinctions entre la métropole et l'outre-mer, est-ce que ce n'est pas le principe d'égalité qui est bafoué dans ces cas-là, Georges Kuzmanovic ? Si, bien sûr, mais enfin, il y a quand même une distinction. Quand vous êtes sur une île qui est loin de la métropole, ça entraîne des conséquences, par exemple sur les prix. Et donc, à ce moment-là, qui est au cœur souvent des révoltes dans les Antilles. Et dans ce cas-là, un gouvernement conséquent devrait trouver des solutions pour subventionner certains prix et éviter que on se retrouve dans des situations difficiles. Je souhaiterais quand même rappeler, mais M. Poisson l'a dit tout à l'heure, la France est à la deuxième surface maritime mondiale. Ça fait de nous une grande puissance et pas une petite puissance. Dans le contexte de conflits, de guerres de plus en plus qui se développent pour l'accès aux ressources, c'est un élément de puissance et de résilience de la France dans les crises, face aux crises qui viennent. Et cela est rendu possible par toutes ces îles que nous avons sur l'ensemble de la planète. Eh bien, le minimum, c'est de rendre ce que cette puissance nous offre aux Français qui sont sur ces îles et travailler à l'égalité des territoires, à la justice sociale, économique sur ces territoires. Et je pense que ce gouvernement ne le fait pas, et encore une fois, je répète, va pourrir la situation car il ne voudra pas répondre à la crise sociale. Voilà, il va jouer le jeu de la répression en espérant que
qu'il en tirera des bénéfices pour l'élection présidentielle à venir de 2022. Alors Fabien Roussel, donc candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle, et lui est en déplacement en Guyane et puis en Martinique jusqu'à la fin de la semaine. Et lui, il demande un plan d'urgence pour les territoires d'outre-mer. Regardez. Les besoins sont considérables, en matière de santé publique bien sûr, mais aussi pour tout ce qui concerne les biens de première nécessité. Je sollicite l'examen d'un plan d'urgence pour les territoires d'outre-mer, à l'image de ce qui vient d'être décidé pour Marseille. Jean-Frédéric Poisson, un plan d'urgence à l'image de Marseille, une bonne idée selon vous ? Pourquoi pas, si c'est nécessaire. Et si effectivement les îles, les Antilles et les départements antillais et outre-mer en général sont dans un tel état, ma foi, il faut effectivement que l'ensemble des acteurs puissent venir en aide à la population s'il y en a besoin. Je ne suis pas contre les plans d'urgence par principe. Je suis sceptique à l'égard des plans d'urgence quand ils sont décidés opportunément 5 mois avant une élection, donc je commence à entretenir de sérieux doutes. Deuxièmement, je suis sceptique sur la capacité du gouvernement à trouver des ressources qu'en fait il ne dépensera pas, puisque beaucoup des plans d'urgence sont portés aussi par les collectivités. Donc ça n'est pas le budget de l'État. Mais une fois qu'on a dit ça, peu importe, si effectivement c'est nécessaire, allons-y. Et effectivement, si le système de santé est dans un tel état qu'il ne soigne plus personne, aidons-le. Si on est incapable dans certains coins de la Guadeloupe d'accéder correctement à une eau qui soit potable et donc à une alimentation saine avec tout ce que ça veut dire en termes d'hygiène et ainsi de suite, faisons ce qu'il faut. Mais encore une fois, ne considérons pas que, ne le faisons pas tout seul. Une fois encore, l'erreur consisterait à décider depuis Paris et même depuis le triangle d'or parisien, pour être clair, sinon les 2,5 hectares de superficie de l'Élysée, de ce qu'il faut faire pour la Guadeloupe. Quelle que soit encore une fois la nature et le contenu des revendications portées par les organisations syndicales, et encore une fois, il y en a un certain nombre d'entre elles avec lesquelles, à titre personnel en tout cas, je ne pourrais pas être d'accord. Enfin, tout ce qu'elle demande n'est pas irrecevable, loin de là. Donc le moindre des choses, c'est d'engager le dialogue avec les gens qui vous disent on a besoin de parler, parlons. Ça me paraît absolument anormal de maintenir le silence sur des revendications dont certaines sont aussi importantes que celles-là. Il nous reste quelques minutes. Jordan Bardella, lui du Rassemblement national, a comparé la situation en Outre-mer avec celle des Gilets jaunes. Regardez. Emmanuel Macron n'a pas compris les Gilets jaunes, donc il est difficile pour lui d'aller comprendre une France qui vit à 10 000 km. En un mot, pour conclure, Georges Kusmanovic, finalement, les Gilets jaunes, c'est ce qui se passe en Outre-mer. Vous faites le lien également ? Je l'ai fait tout à l'heure. Donc oui, il y a un lien, et ce lien, c'est les problèmes d'accès aux services publics, les problèmes d'accès aux soins, les problèmes d'accès à une éducation correcte et le niveau de vie. Et ça sera un problème récurrent, car c'est un problème récurrent. On a dépassé les 10 millions de pauvres dans ce pays. On a multiplié par 2 le nombre de ceux qui, en particulier des étudiants, des jeunes, qui demandent l'aide alimentaire sous la présidence Emmanuel Macron. Il se gargarise d'être tombé à 7,5-8% de chômage, mais c'est faux. Il suffit de se pencher sur les chiffres de l'INSEE. Si on y rajoute le terme de halo du chômage, c'est-à-dire 2 millions de chômeurs supplémentaires, on voit bien que la situation est difficile et que parmi ceux qui travaillent, 1 sur 5, et souvent des femmes, sont précaires. Donc non, ça ne va pas. C'est encore pire dans les territoires d'outre-mer. Donc oui, évidemment, il y aura des révoltes sociales. Mais évidemment, si M. Emmanuel Macron continue à décider seul dans des conseils de défense, en passant par-dessus toutes les compétences, qu'elles soient locales, comme l'a dit M. Poisson, ou nationales, et qu'il préfère, plutôt que, par exemple, d'organiser la distribution des vaccins, de se pencher par exemple sur les militaires qui ont quelques idées en termes de logistique assez efficaces, de préférer de choisir des cabinets de consulting comme McKinsey, eh bien oui, ça se passera mal. Et je pense que si c'est McKinsey qui conseille le président sur la manière dont il faut gérer la crise en Guadeloupe, on va vers de gros problèmes et c'est tragique pour ce territoire français qui mérite mieux que cette approche exclusivement répressive et de laisser pourrir une situation qui ne le mérite pas. On arrive au terme de cet échange. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RT France. Merci à vous Jean-Frédéric Poisson, merci à vous Georges Kusmanovic. Merci, bonne journée. Et restez avec nous sur RT France, la matinale revient dans moins de